Monsieur Marius Chassep est pédopsychologue. Pédopsychologue clinicien, tout à fait. Clinicien, merci d'être avec nous. Ce matin, tu es là dans le cadre de notre partenariat avec Students Mark, qui est une plateforme qui accompagne les parents, les enfants, les étudiants. Bref, c'est une plateforme d'information, d'encadrement, d'orientation aussi. Tu fais partie des experts qui travaillent avec la plateforme Students Mark. Toi-même, tu es auteur de beaucoup de livres. Oui, tout à fait. Toujours dans le processus de la formation, de l'éducation des jeunes, de la sensibilisation, de l'accompagnement psychologique. Ouais. Donc, c'est le Student Mark aujourd'hui nous donne l'opportunité de continuer un combat qui nous passionne et que nous menons depuis plusieurs dizaines d'années. Ouais. C'est certainement pas à toi que je vais apprendre, que je vais dire ça, parce que nous le faisons ensemble. J'ai toujours été reçu dans diverses émissions et plateformes pour échanger, sensibiliser, éduquer et former la jeunesse et les familles. Sois-en remercié, M. Chassep. Je vous en prie. Alors, bientôt le congé de Pâques. Nous y sommes déjà. Déjà? Les enfants dans le bulletin? Ah, depuis vendredi, ça fait... Mais je ne suis pas sur ces termes, moi je suis dans une autre galaxie. Décidément. Moi j'avais la tête dans le coton durant tout le week-end, je n'ai pas prêté attention. En tout cas, pour dire que c'est bientôt la fin d'année et il y aura des échecs. Oui. Déjà même en deuxième trimestre, il y a des échecs. Tout à fait. Il faut remonter la pente. Mais la question c'est, pour ces enfants qui nous regardent, pour ces parents qui nous regardent, comment surmonter un échec scolaire et rebondir? Première question, quelles premières étapes adopter après un échec scolaire pour repartir du bon pied? Alors déjà, il faut qu'on dise que l'échec n'est pas la fin du monde. D'entrée de jeu, l'échec n'est pas la fin du monde. Au contraire, l'échec, parce que l'échec ne nous fait pas perdre notre valeur. Okay. L'échec peut être même une opportunité d'apprentissage et d'enrichissement. Et j'en veux pour preuve, merci si je te demande, as-tu déjà connu l'échec? Ah ben, c'est le train-train quotidien. Ah ben, c'est peut-être l'échec, c'est peut-être cet échec qui te fait être là, à la place que tu es aujourd'hui. Parce que c'est à partir de tes échecs, tu as pu te réinventer, développer de nouvelles stratégies et améliorer. Donc l'échec est quelque chose que nous devons saisir pour pouvoir tirer des leçons. Maintenant, on ne va pas encourager les gens à échouer. Voilà, ça c'est une chose. Quand c'est là, c'est un fait. Parce que dans la vie, lorsqu'on présente un examen, notamment scolaire, il n'y a que deux probabilités. Soit un échec, soit un succès. C'est une échelle de Bernoulli, 50-50. Donc, il est important que les enfants ou les jeunes que nous avons à la maison, qu'on puisse leur expliquer. C'est vrai que la plus grande tendance est le succès, parce qu'on estime que l'épreuve étant constituée au niveau de l'élève moyen, ayant passé 9 mois d'apprentissage, il est question de restituer le travail qu'il a mené pendant les 9 mois. Mais il peut arriver qu'on se retrouve à une situation d'échec. Donc ça fait partie du processus. D'accord. Donc, les étapes, les premières étapes. Alors, pour revenir à la question des premières étapes, il est important de savoir que l'échec, l'une des premières étapes, c'est déjà d'analyser et accepter l'échec. De primo. Il faut pouvoir savoir que si l'échec est survenu, pourquoi un échec? Il faut que je puisse me demander pourquoi est-ce que je me suis retrouvé dans une situation d'échec? Quelles sont les causes possibles? Ça peut être que je n'ai pas assez travaillé, c'est une possibilité. Ça peut être que je ne me suis pas suffisamment préparé. Ça peut être que j'avais la mauvaise méthode de travail. Ça peut être que j'ai eu un bug ponctuel, un stress lié à une situation. Ça peut être que j'ai subi une très grosse pression. Donc il faut que je puisse identifier. Je n'avais pas le financement nécessaire. Oui. Parce que quand je t'entends parler, ça me rappelle que l'échec n'est pas seulement en milieu scolaire. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est un peu partout dans notre... Même le mariage, on échoue. Effectivement. Sauf que pour amener à la question du milieu scolaire, c'est savoir que nous devons faire très attention avec les enfants qui échouent, notamment pour la première fois. Ouais. Parce que les enfants qui n'ont jamais connu d'échec et qui échouent pour la première fois, notamment sur le plan scolaire, c'est-à-dire surtout les enfants qui ont de très belles performances scolaires, premier, deuxième, même les 5 premiers, tout le temps, le jour qu'il est confronté à son premier échec, alors généralement, si c'est mal géré, on peut se retrouver facilement dans vers une catastrophe. Et c'est vous, dans les médias, chaque année, vous couvrez des cas de suicide, des cas de tentative de suicide, des décès suite aux échecs. Nous sommes là ce matin pour essayer de prévenir cela, parce que un échec qui est mal géré peut conduire à cela. Donc, nous avons analysé et accepté l'échec, première étape. Deuxième étape, changer. Lorsqu'on a vraiment les causes et les raisons, il faut changer d'état d'esprit vis-à-vis de l'échec.
Alors, comme je disais d'entrée de jeu, savoir que l'échec ne détermine pas ta valeur. Oui. Tu peux échouer, mais ce n'est pas parce que tu as échoué que tu es nul. Tu peux avoir échoué parce que la raison de l'échec est connu et identifié. Alors, et l'échec peut donc se présenter comme une opportunité d'apprentissage, d'enrichissement. J'aime souvent dire que si je n'avais pas échoué, par exemple, je n'aurais pas rencontré X ou Y ou tel pendant la deuxième année. Marius, je n'aurais pas tiré la bonne leçon. Les parents ont un rôle important. On entend les parents dire aux enfants, si tu échoues, je vais te tuer. Ah. Et quand l'enfant échoue, lui-même, il se tue. Mais c'est le mauvais message. Effectivement, les parents sont dans le mauvais message. Et nous sommes là ce matin, particulièrement pour les parents, parce qu'il faut déjà qu'ils intègrent que l'échec fait partie du process. Et on va encourager les enfants à travailler, mais toujours à la veille des examens, tu leur dis, si tu échoues, ce n'est pas bien grave, parce que ça peut arriver. Mais on va donner tous les moyens aux enfants pour qu'ils puissent travailler. Donc, après, dans l'étape de changement d'esprit, il est question de changer de stratégie pour pouvoir s'adapter et trouver de nouvelles stratégies. Peut-être que je n'étudiais pas avec la bonne méthode, peut-être que je n'avais pas le bon emploi de temps, peut-être que je n'avais pas le bon timing, est-ce que je suis du matin ou du soir. Donc ça aussi, ça peut permettre de discuter, parfois de se faire accompagner pour savoir quel est mon bon rythme. Est-ce qu'on se repose suffisamment? Voilà. Est-ce qu'on a un bon temps de sommeil, de récupération? Est-ce qu'on s'alimente bien? Alors là, tu embraies sur des choses extrêmement importantes. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'il faut veiller pour être efficace dans les études. Erreur fatale, erreur grave. Parce que le processus de fixation dans la mémoire ne se fait pendant le sommeil. Voilà. Donc, il faut comprendre que lorsque tu as beaucoup travaillé, ce n'est que pendant que tu dors, pendant que tu récupères, que les informations que tu as emmagasinées, les connaissances, ont le temps de migrer et de se fixer dans la mémoire à long terme. Donc, le sommeil est extrêmement important pour les jeunes qui préparent les examens. Oui, et il faut dormir minimalement. À l'école, on se disait toujours qu'il faut réviser jusqu'à on ne dort pas. Voilà. Et après, on se tourne que ça n'a pas marché. Parce que voilà, c'était pas la démarche à suivre. Tout à fait. Des questions à se poser. Et derrière, on se retrouve avec de grosses fatigues, des dépressions, du stress pendant les examens. Et on peut facilement passer à côté de son examen parce qu'on n'a pas suffisamment dormi ou bien parce qu'on est totalement fatigué. Et l'alimentation aussi. Effectivement, l'alimentation. Et tout à l'heure, je crois, la nutritionniste qui nous a précédé d'ailleurs, elle est même mieux placée pour... J'ai pris l'émission en cours, mais j'ai quand même les aliments qui stimulent, par exemple, le système nerveux, qui stimulent les cognitions et tout cela. Il y a un type d'aliment qu'on mange ou bien qu'on doit prendre pour pouvoir... Pour être mieux préparé. Pour être mieux préparé. Alors, comment transformer un échec en opportunité d'apprentissage concrètement et d'amélioration? Comment le faire? Alors, de façon simple, déjà, il faut pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, tirer les leçons de son échec. Oui. Pourquoi est-ce que j'ai échoué et quels sont les nouveaux objectifs que je me fixe? D'accord. Je parviens à me fixer les nouveaux objectifs. Je peux avoir échoué, mais je me fixe l'objectif d'obtenir mon examen avec une mention, par exemple, meilleure. Et cette mention va peut-être m'ouvrir les portes à d'autres opportunités, d'autres concours, d'autres rencontres que je n'aurais peut-être pas eu si j'avais eu mon examen d'un trait avec une mention moins intéressante. Donc, ça, c'est une phase, ça de façon en fait. Également, les nouvelles rencontres. Quand j'échoue, forcément, l'année qui suit, j'ai de nouveaux enseignants, j'ai de nouveaux camarades, donc j'agrandis forcément mon réseau de communication. Ça n'enlève en rien le fait que ceux qui étaient là l'année dernière restent dans mon réseau. Si je sais manager, si je sais les entretenir. Donc, ça contribue à élargir mon spectre relationnel. Et à ce moment-là, je peux capitaliser là-dessus pour pouvoir davantage développer. Et puis, l'échec, enfin, me donne la possibilité de me remettre en question et d'emmagasiner un peu plus de connaissances. Mais quels sont les pièges à éviter, finalement, après un échec scolaire? Alors, les pièges à éviter, justement, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé des parents. Évitez de crier sur les enfants tout le temps, parce que l'échec est déjà un fardeau pour celui qui, pour le jeune, ou je préfère toujours parler du jeune parce que généralement, lorsqu'on a déjà connu un ou deux échecs, on commence à savoir comment ça fonctionne. On a le mental pour gérer. Mais lorsqu'on a nos premiers échecs, on peut effectivement très mal gérer. Donc, éviter de crier sur les enfants, d'augmenter la culpabilité, le sentiment de culpabilité chez les enfants. Tu es bête comme ton père.
Parce que je sais pas. Tu ressembles à qui? Je comprends pas que tu es bête comme ton père. Comment tu dis ça à l'enfant, non? Parce que l'enfant, à un moment donné, il voit un autre problème dans ce problème. Je ne veux pas être chauviniste, mais sauf que généralement, quand il y a échec, c'est l'enfant de la mère. Ah bon? Généralement, quand il y a réussite, c'est la mère. Quand il y a échec, c'est le père. Quand il y a succès, généralement, on dit que non, c'est mon fils. Et on fait les tournées dans les bars, au quartier. Mais quand il y a échec, on dit que regarde, c'est comme ça, parce qu'on est dans leur famille. Et ça, c'est pas bien du tout. Non, c'est une mauvaise façon de procéder et ça contribue à augmenter la frustration. Un enfant qui est déjà en situation de détresse psychologique, qui est en situation, et puis également, un échec peut conduire à la perte. Ça peut amener l'enfant à sombrer dans la dépression, ça peut amener l'enfant à sombrer dans l'isolement, ça peut à baisser son estime de soi. Et si on définit un enfant avec un enfant par son échec, vous voyez qu'on associe la valeur, on associe à l'enfant une valeur d'échec. Et ça n'aide pas l'enfant à se voir de façon positive. Donc il est important qu'on puisse mais on peut quand même sanctionner l'enfant après un échec. Sanctionner, je ne sais, c'est peut-être pas le bon mot, mais il faut analyser les causes avec l'enfant et l'amener à tirer des leçons. Parce que ce qu'on dit sanctionner, c'est-à-dire quoi? L'enfant ne sort plus. Depuis toujours, l'enfant ne regarde plus la télé, oui, enfin, des trucs comme ça. Oui, effectivement. La privation. Oui, il faut des privations, mais ça ne sert à rien. Mais le plus important, c'est de travailler la prise de conscience sur les causes et de tirer les leçons. Si après, parce que la sanction ne sera pas utile s'il n'a pas compris les motivations. Il faut déjà, donc, je suis d'accord pour qu'on puisse priver de quelque chose, et puis ça devrait même se faire de façon autonome. Ouais. Autonome. Parce que si un enfant a pris conscience de ces causes, des causes de son échec, vous verrez que spontanément, c'est lui qui va s'auto-priver. Bon, à 16-17 ans, on n'en a pas trop conscience. Hein. Ah non, que si. L'insouciance de la jeunesse. Pas forcément. Donc nous, on a notre rôle. Tout à fait. Les emmener à comprendre. Tout à fait. Et cette analyse de besoin, cette analyse de l'échec se fait normalement déjà seul, mais aussi avec le parent, sous la tutelle et l'accompagnement du parent. Et même des encadreurs. Oui. Et même les encadreurs, sauf que les encadreurs ne sont pas souvent là. Dans la réalité des faits. Je veux dire, une fois que c'est fini, il y a très peu d'encadreurs ou alors très peu d'enfants qui se rapprochent des encadreurs. Parce que les encadreurs devraient le faire. Mais se poser la question sur l'échec d'un enfant qui n'en a pas l'habitude, c'est peut-être de se rapprocher des parents pour savoir un peu ce qui n'a pas fonctionné. Ça, c'est un engagement pédagogique. Tout à fait, tout à fait. Et j'en ai vu certains encadreurs, par exemple, dans le cas des enfants brillants, la plupart des encadreurs se rapprochent de la famille pour comprendre. Parce que généralement, les encadreurs aussi, ils attendent de ces enfants. Les enfants constituent leur fierté. Effectivement. Leur fierté, et lorsque ça ne marche, mais en règle générale, un enfant, un enfant lambda échoue, c'est pas régulier de voir un encadreur se rapprocher par exemple de la famille. Il faudrait qu'il y ait une exception. Et généralement, c'est l'enfant brillant qui échoue. Mais on devrait pouvoir systématiser cela, effectivement. C'est parce qu'on est nombreux dans la salle de classe, on est 120 pour un professeur, c'est trop. Je crois, mais c'est important cet engagement. C'est important, tout au moins l'enseignant titulaire ou bien le professeur titulaire ou bien le maître, si on est à l'école primaire, pouvoir se rapprocher de la famille, discuter avec chaque parent, parce que les enseignants doivent pouvoir connaître personnellement leurs élèves. Surtout que l'échec n'est pas toujours lié au mauvais travail. Ça peut être parfois même la pression familiale, le stress familial ou bien les difficultés familiales ou de l'entourage qui ne favorisent pas, qui ne créent pas les bonnes conditions. Même la coupure de lumière. Entre autres. On dit ça. Effectivement. On parle de tout ça. Il faut me Enéo peut être la cause d'un échec. Oui, parce que c'est possible. Parce qu'il y a des zones où les gens vont 3-4 jours sans lumière. Ou alors que 3-4 jours consécutifs, il y avait de lumière. Et ça a un impact sur le temps de travail. Ça a un impact sur le temps d'études. Les conditions de travail. Et ça contribue. L'échec a la particularité qu'il est difficile d'isoler les causes de l'échec de façon unique. C'est généralement plusieurs facteurs qui concourent. Et surtout ne pas abandonner, Marius. Never give up. Never give up. Il faut ne pas abandonner. C'est pour ça qu'il dit changer. C'est les Reds de Liverpool qui vont être contents quand tu dis ça. Never give up. Ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner parce quoi que... qu'il en soit. Toujours. Une chose également que les parents devraient savoir, c'est que
profils d'intelligence ne sont pas les mêmes. Parce que parfois, on attend des enfants qu'ils performent en mathématiques alors qu'ils sont bons en football, alors qu'ils sont bons en art, alors qu'ils sont bons en culture. Donc, c'est très important de se dire que identifier le type d'intelligence que nos enfants ont ou bien qu'ils développent et valoriser cela. On n'est pas, il faut pas se dire, tout le monde n'est pas fait pour le profil classique. Ça, les parents, on doit pouvoir l'intégrer et pouvoir identifier le talent qui sommeille chez chaque enfant. Merci Marius. Tu vois, c'était important de venir nous parler de ça, mais